Ok, bienvenue à tous dans cette troisième interview. Aujourd'hui, on va parler d'un métier en cybersécurité qui est plutôt orienté sur l'offensif. On va parler d'audit. Et pour commencer, je vais laisser se présenter mon invité qui est Kevin. Donc Kevin, je te laisse te présenter à l'ensemble de nos auditeurs. Eh ben, salut à tous. Moi, je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans, je suis lead pentester dans une société de conseil en cybersécurité. Et puis, bah voilà, on va voir ensemble un petit peu ce soir avec Mickaël en quoi consiste le métier de pentester, comment on devient pentester. Et puis voilà. Exactement, on va parcourir tout un tas d'informations. Je pense qu'il faut peut-être commencer par ton historique, par ton histoire, savoir d'où tu es parti, quelles sont les études que tu as pu faire pour en arriver là. Hmm. Est-ce qu'elles sont vraiment représentatives du milieu de pentester ou pas Non, du tout? Et du absolument coup, pas. voilà, l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours, pour en arriver là. Ouais, alors non, bah, du coup, non, absolument pas. D'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui d'études qui permettent vraiment de spécifiquement devenir pentester ou même de spécifiquement aller dans la cybersécurité. Moi, initialement, donc du coup, j'ai complètement décroché de l'école à partir de la cinquième. Enfin, j'avais plus du tout envie de suivre. Je savais que ça m'apporterait plus rien. Donc, à l'école, j'étais pas forcément bon, enfin, pas forcément intéressé. Et puis, on va dire que j'ai commencé vraiment à me dire que je voulais aller dans l'informatique à partir de la première, donc quand on a dû choisir notre cursus au lycée. Et puis, bah voilà, et après, du coup, j'ai fait un BTS service informatique aux organisations, comme beaucoup de personnes le font, donc avec option développement. Moi, je suis plutôt issu du milieu du développement. Et puis, bah, petit à petit, à partir de la quatrième année, donc en master 2, enfin master 1, pardon, j'ai compris que pareil, le dev, c'était pas du tout mon truc. En tant que pro, bouffer de la ligne de code toute la journée, ça me saoulait. Donc du coup, bah, j'avais un prof super cool en sécu. Je me suis dit: «Bah, ouais, quand je serai grand, je vais être comme toi, donc vas-y, on y va». Et du coup, bah, voilà, donc j'ai quitté mon alternance, qui était dans le développement et du coup, je suis parti dans cette société de conseil dans laquelle je suis encore aujourd'hui, en tant que pentester en alternance et c'est là où j'ai vraiment fait mon entrée, dans la cybersécurité. OK, donc pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu as fait d'abord de l'initial avec des Ouais. stages jusqu'à ta troisième année de bac+3 et après tu es parti en alternance? Alors, j'ai fait des stages jusqu'à mon bac+2, jusqu'à la fin de mon bac+2 parce que le BTS SEO dans lequel j'étais a ouvert à l'alternance l'année juste après où, moi je suis parti. Fait Donc pas de exprès. bol. Voilà, exactement. Et du coup, à partir de ma troisième année, là, c'était une licence pro, obligatoire pour moi parce que j'avais pas forcément l'argent de me payer des études. Donc du coup, licence pro directement à partir du bac+3 jusqu'au bac+5, donc full alternance et ensuite et ben, après, bah, c'est parti pour le CDI, quoi. OK, bon parfait et du coup, ça fait combien de temps que tu es réellement dans le milieu de la cyber? Tu as parlé du dev avant et toi, tu Ouais. t'estimes, être rentré dans ce domaine il y a combien de temps à peu près? Et ben, en septembre 2022, ça fera 4 ans, je suis rentré en septembre 2018, vraiment dans le milieu de OK. la cybersécurité. Donc avec une progression qui a été quand même extrêmement rapide par rapport à Ouais, d'autres personnes dans le milieu de la cyber et donc complètement. aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton métier, peut-être du métier que tu faisais avant parce que tu as eu une certaine évolution? Mmh. Et du coup, Ouais, revenir un petit ouais. peu, nous le présenter, ce qu'est le métier de pentester, avant de parler du métier de lead pentester qui est un autre Qui est métier, encore un autre à part monde. entière. Ouais, c'est ça. Et ben, le métier de pentester, en fait, alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah, alors déjà, pentester, c'est en fait, c'est l'agrégat de mots qui est penetration tester, qui mot à mot au français donne un métier qui est totalement différent, hein, dans un autre secteur d'activité, testeur de pénétration. Du coup, c'est plutôt, hacker éthique. Vraiment pour moi qui représente le mieux, c'est en fait, c'est le fait d'auditer un périmètre, un site internet, une application mobile, un réseau interne, et de s'assurer du niveau de sécurité, de ce périmètre, en fait. De pouvoir en fait, ce qu'on va faire, c'est on va tenter d'exploiter les mêmes vulnérabilités qu'un utilisateur malveillant pourrait faire, donc qu'un pirate pourrait, tenter d'exploiter et derrière, on va faire, toute une partie de restitution, via rapport et restitution orale, donc à la personne qui nous a demandé de faire ce test. Généralement, c'est le client et puis voilà, concrètement en quoi ça consiste. Et donc dans le déroulé au niveau de la sécurisation d'une entreprise, tu te situes plutôt actuellement plutôt en amont, plutôt après? Je dirais que ça vient en fait, je serais tenté de dire que ça vient constamment, en fait. Ça peut venir avant, pendant ou après. Ça dépend déjà de l'âge de l'entreprise. Si l'entreprise est un peu ancienne, forcément, elle aura peut-être pas pensé tout de suite à se mettre dans la cybersécurité. Maintenant, si on se lance vraiment dans une entreprise, bon, bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas encore de produit ou de service, ça sert à rien de tester quelque chose qui n'existe pas. Mais, je pense que dès lors que le site internet, par exemple, qu'on tente de monter est en ligne et est accessible, ou même juste avant la mise en production, je pense que ça peut déjà être intéressant, de faire auditer, son site, son application ou quoi que ce soit pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros trous dans la raquette, quoi.
OK, donc toi, tu fais un premier état des lieux et après, est-ce qu'il y a un suivi de cet état des lieux ou vous passez la main à d'autres équipes après derrière? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que, effectivement, on a une mission qui, on va dire, assez courte. Ça va pas être des missions qui vont être très, très longues. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'état des lieux initial. Voilà, on a réussi à découvrir telle vulnérabilité, on a réussi à l'exploiter, on l'a prouvé. Derrière, on donne des petites recommandations, des axes d'amélioration que, pourrait, prendre le client pour corriger la vulnérabilité. Et puis après, derrière, par contre, oui, on laisse la main, aux équipes, souvent les équipes internes, qui vont corriger ces vulnérabilités. Et puis, bah, s'ils ont des questions supplémentaires ou, s'ils ont besoin d'un petit peu d'aide, alors derrière, ils peuvent nous recontacter pour savoir si nous, on n'aurait pas des billes de notre côté pour, les aider un petit peu, quoi. OK, donc vous faites effectivement une première vue et après effectivement, c'est les équipes internes qui vont traiter ou peut-être d'autres équipes externes qui vont venir justement faire Ouais, les implémentations techniques, sur complètement, ces oui, ça peut éléments-là? être des sous-traitants aussi, si jamais ils font appel à des sous-traitants pour gérer leur système d'information ou leur site internet qui vont, eux, derrière, récupérer le rapport de test d'intrusion et qui vont appliquer les corrections. D'accord et justement, c'est pas frustrant de s'arrêter à cette barrière-là et de se dire: «Est-ce qu'on va pas plus loin et qu'on a envie d'aller accompagner jusqu'au bout, la société?» Ou est-ce qu'on arrive à faire justement cette part des choses en disant: «Bah, j'ai fait mon travail, maintenant c'est à d'autres de prendre le relais et de d'accompagner, on va dire, la suite»? Alors, moi, j'ai jamais vraiment aimé ranger ma chambre. Donc du coup, on va dire que, j'aime bien foutre un peu le bazar, dire: «Voilà, il y a ça, ça va pas, ça va pas et maintenant débrouillez-vous». Ça, mais après ça, c'est ma vision des choses, je sais qu'il y a beaucoup de pentesters qui justement, ont des problématiques avec le fait qu'il y a un manque dans l'aboutissement de notre métier, où véritablement on montre qu'il y a quelque chose, on pointe du doigt quelque chose, mais en fait, au final, on va pas jusqu'au bout et j'ai rencontré des gens pour qui c'était grisant. Pour moi, ça me dérange absolument pas, même je préfère donc moi, ça va de ce côté-là. D'accord, OK, bah, voilà, de toute façon, je pense qu'il y a différentes vues et différentes approches qu'on peut avoir dans ce métier-là et aujourd'hui, est-ce que tu as une journée type, par exemple, lorsque tu es en audit, heu, en termes de déroulement de ta journée, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus marquantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des grandes étapes, par exemple, qui font que tu pourrais les retrouver dans différents audits que tu pourrais réaliser? Ouais, ouais, bah, déjà, ce qui se passe, c'est que, bon, du départ, lorsqu'un pen test arrive, donc lorsqu'un test d'intrusion va arriver, on va avoir un document légal, donc qui est une autorisation de test, qui nous permet d'être, complètement verrouillé niveau légal et puis de savoir exactement ce qu'on va aller attaquer. Dedans, le client nous a renseigné, le contact, qu'on doit appeler en cas de pépin, le site internet si par exemple on va auditer un site internet, il va nous indiquer, l'adresse du site internet, les comptes utilisateurs et cetera. Donc d'abord, le but, ça va être de vérifier que cette autorisation de test, elle existe, qu'elle soit signée et qu'elle soit cohérente. Hem, une fois que ça c'est fait, on va, récupérer les petites informations dans l'autorisation de test dans notre fichier de notes, pour commencer un petit peu à mettre un petit peu en ordre, histoire que le reporting derrière soit le plus simple possible, et le plus rapide. Et puis ensuite, on va commencer donc la phase de récolte d'informations. Donc on va essayer d'en apprendre le plus possible sur notre cible. Donc, si c'est, bah, pareil encore une fois, si c'est un site internet, on va essayer de voir où est-ce qu'il est hébergé, sur quelle machine, quelles sont les technologies qu'il y a dessus, et cetera. Qu'est-ce qui est référencé sur Google, Yahoo, et cetera. Et puis, bah, avec toutes ces informations, une fois qu'on a fait une bonne récolte d'informations, qu'on a bien compris comment ça fonctionne et ce qu'il y avait sur notre cible, on va pouvoir essayer d'identifier s'il n'y a pas des vulnérabilités et ces vulnérabilités, quand on pense qu'elles y sont, quand on a tenté de les identifier, bon, soit par des outils automatisés, soit parce qu'on se dit: «Là, il y a peut-être quelque chose», et ben, on tente de les exploiter et s'il y a exploitation, alors ça veut dire qu'on obtient des accès supplémentaires. Par exemple, on peut arriver à un accès administrateur ou quoi que ce soit et à ce compte-là, on va encore recommencer pour aller voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut pas, à partir du site, par exemple, compromettre complètement l'entreprise, le réseau interne de l'entreprise et cetera? Et puis, bah, le but comme ça, c'est d'avancer, petit pas par petit pas, jusqu'à le plus loin qu'on puisse, sans perdre de point de vue que, le client, ce qu'il veut, c'est pas forcément avoir une exploitation la plus complète possible, mais surtout d'avoir un état des lieux assez global du niveau de sécurité. Donc ça veut dire que, OK, d'accord, on a vu qu'il y avait une vulnérabilité qui permettait telle exploitation, on va passer à autre chose pour essayer d'en savoir le plus possible et puis on va prendre nos notes au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive au soir, fin de journée. Et puis D'accord. voilà, et puis à la fin du pentest, et ben, phase de rapport, donc tout ce qu'on a pu trouver, on le décrit vraiment précisément pour que les équipes puissent comprendre déjà, parce que, la cybersécurité, c'est pas parce qu'on travaille dans l'informatique, un admin réseau, un développeur ou quelqu'un dans la cyber, c'est pas parce qu'on est dans le même secteur d'activité qu'on va se comprendre. Donc faire quelque chose qui soit assez vulgarisé, compréhensible et puis d'assez détaillé pour qu'ils puissent le reproduire et le corriger. Voilà un peu le détail du pentest.
Sur la première étape, effectivement, qui est une étape très importante, tu parlais des autorisations de test. Et aujourd'hui, le périmètre qui est donné en général dans ces autorisations, c'est quoi? C'est une application, c'est une entreprise complète, c'est un groupe d'applications, c'est plusieurs serveurs. Il y a un temps qui est défini. Comment ça marche un peu cette partie-là? Alors, en fait, ça dépend complètement du besoin du client. Soit ça peut être effectivement quelque chose de très précis, un site web, un serveur, une machine accessible depuis internet, une application mobile. Ou alors ça peut être tout simplement, écoutez, je sais pas trop ce que j'ai moi d'exposé sur internet, je vous donne les adresses qui sont accessibles sur internet, les adresses IP, les machines qui sont accessibles depuis internet. Tentez de voir ce que vous pouvez faire. Ça peut être aussi, depuis le réseau interne. Donc là, voilà, on vous branche au réseau interne, et puis, vous tentez de voir un petit peu, ce que vous pouvez faire dans le temps imparti. Parce qu'effectivement, un test d'intrusion, il va pas durer, 6 ans, hein. On commence, allez, le lundi et puis, on va avoir 1, 2, 3, 6, 10 jours en fonction de la grosseur, de la volumétrie du périmètre. Et puis, après on fait le rapport et puis voilà, quoi. Et après, tu parlais d'une méthodologie qui est plus ou moins commune en fonction des différents audits que tu peux réaliser. Est-ce que Mmh. tu as une approche différente, que ça soit sur des applications, par exemple, externes ou internes? Est-ce qu'il y a des choses qui vont varier? Est-ce qu'il y a une approche qui va être complètement, différente d'un secteur à l'autre? Que tu attaques une entreprise qui est dans le secteur industriel, bancaire ou, pharmaceutique, par exemple? Alors, on va dire que le schéma général du test d'intrusion, il va pas vraiment changer. Comme j'ai dit, c'est cyclique, d'abord on fait une récolte d'informations, on essaie d'en apprendre le plus possible sur notre cible, puis on va tenter de regarder s'il n'y a pas des vulnérabilités, donc on va analyser pour voir s'il n'y a pas des vulnérabilités, on tente de les exploiter, et si exploitation il y a, c'est qu'on a des accès supplémentaires, donc on recommence cette phase d'analyse avec ces nouveaux accès. Maintenant, c'est vrai que, il y a, en fonction de si ça va être une application web, une application mobile, un réseau interne ou autre chose, aujourd'hui on a des frameworks, donc on a un petit peu des schémas de découverte de vulnérabilité. Donc en fait, c'est tout simplement, par exemple, l'OWASP, qui vont par exemple nous dire, bon, bah voilà, point par point, il va falloir tester ça, 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 ça. Donc il y a 110 ou 120 points pour le web, par exemple, où là, du coup, ça va nous permettre de ne rien oublier. Donc on garde la méthodologie initiale, mais on est aidé par ces frameworks. Et puis, du coup, voilà, donc ça, c'est pour le web. Le WASP, c'est fait aussi pour le mobile. Il y en a plein d'autres qui existent. Mais effectivement, on peut être amené à avoir des méthodologies d'attaque précises, des techniques d'attaque qui vont être différentes en fonction des types de périmètres. Oui. Et justement, dans ces méthodologies d'attaque et ces types d'attaques-là, tu vas être outillé peut-être de manière différente. Et Ouais. aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelques outils qui sont pour toi des indispensables quand tu vas travailler avec? Ouais, complètement. Ouais, il y a alors les outils changent, ouais, du tout au tout. Que ce soit, pour un site web, ou que ce soit pour un réseau interne, on va pas utiliser les mêmes outils. Il y a des outils qui vont se recouper, par exemple du must have, du Nmap par exemple, qui va nous permettre vraiment de savoir, si la machine qu'on tente d'attaquer, elle est bien, allumée, quels sont les services qui sont en écoute, qu'est-ce qu'on va pouvoir ce à quoi on va pouvoir accéder dessus. Pareil, il y a des petits outils sur Nmap qui vont nous permettre, d'identifier certaines vulnérabilités. Donc ça, c'est un outil qui va être utilisé pour tous les tests d'intrusion où on va s'attaquer à une autre machine que, j'allais dire que la nôtre, mais non, qu'un logiciel qu'on aurait, sur son PC. Maintenant, il y a des outils qui vont vachement diverger, quand on va faire un site web, par exemple, ou une API, d'une application mobile, on va utiliser, un outil, par exemple, qui s'appelle Burp, qui est vraiment un indispensable. En fait, Burp, c'est ce qu'on appelle un proxy. C'est un outil qui va se placer entre mon navigateur à moi et puis le site internet. Ce qui fait que je vais pouvoir voir passer tout le trafic réseau en aller et en retour et faire des modifications à la volée. Et en même temps, il y a des scanners qui sont implémentés dedans. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est un must-have. En réseau interne, on va avoir plus des outils qui vont nous permettre d'identifier des défauts de configuration, ou d'identifier qui est connecté où. Par exemple, on va avoir Bloodhound, qui va nous permettre vraiment de mapper complètement, de cartographier complètement le réseau, de cartographier, enfin plutôt de cartographier le domaine, voir un petit peu quelles sont les machines qui y sont référencées, ce à quoi, enfin qui est connecté où, la liste des utilisateurs, et cetera. Donc oui, il y a des outils qui sont des must-have en fonction, des tests qu'on va réaliser. D'accord. OK, bah, ça permet d'être vraiment complet et tout à l'heure, tu me disais qu'effectivement, tu aimais bien mettre un petit peu le bazar quand tu arrivais dans un audit. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui te plaisent? Est-ce qu'il y a des audits qui te plaisent plus que d'autres? Par exemple, à force d'en faire, peut-être qu'il y a une certaine, récurrence qui revient. Est-ce que toi, il y a des choses phares dans ce métier, en tout cas, qui font que tu continues de le faire avec passion?
Bah, forcément, comme dans tout métier, il y a des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Attaquer un réseau interne, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'attaquer une application mobile iOS, qui va être affreuse à auditer si on n'a pas un Mac, par exemple, ou si on n'a pas un iPhone, directement disponible. Voilà, donc oui, le fait d'avoir des missions un petit peu plus, je dirais les missions où on a plus de liberté. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime le plus, c'est d'avoir par exemple un grand site internet sur lequel je vais pouvoir auditer. Pas un truc avec, 3-4 pages où je sais très bien que, si je trouve un truc, ce sera vraiment le bout du monde. Avoir un grand réseau interne, pareil, les missions, vraiment type qui sont les plus aimées, des auditeurs et des pentesters, c'est le Red Team tout court, donc qui est une mission qui est vraiment très large, où là, on a le droit à tout. C'est-à-dire que vraiment, on va s'introduire dans le bâtiment de la cible, on va envoyer des mails de phishing, on va tenter au téléphone d'avoir des informations, tous les moyens sont bons pour arriver à compromettre le système d'information de la cible. Et voilà, ça c'est vraiment le type de mission que je préfère le plus. Après, celles où on est le plus restreint, bah forcément, c'est celles qui sont le plus frustrantes. Parce qu'on se dit que soit on n'a pas forcément les compétences parce qu'elles arrivent trop rarement et qu'on n'a pas le temps de monter en compétences dessus, ou soit que bah, typiquement on sait qu'il y aura rien et ça va être un peu lourd, quoi. D'accord, donc effectivement, ça, c'est plutôt les choses que tu apprécies, on va dire, quand Ouais. tu fais du pentest et peut-être il y a des choses que tu apprécies moins et que la majorité d'auditeurs, en tout cas qui font du pentest, apprécient moins. Ah Quels oui. sont ces éléments-là? J'en ai déjà Oh, un en tête, hein, oh le rapport. Écrire le rapport de test d'intrusion. Voilà la partie reporting, c'est une partie qui est affreuse. C'est-à-dire que pour chaque test d'intrusion, forcément, ce qui intéresse le client, ça va pas être que moi j'ai fait mumuse sur son réseau interne. Ça va être que je vais pouvoir lui dire spécifiquement ce que j'ai trouvé, comment je l'ai trouvé et comment il va pouvoir corriger. Et ça, malheureusement pour nous et fort heureusement pour eux, c'est quelque chose qui, comme il est très complet, comme le rapport est très complet, et ben, c'est plutôt long à écrire. Donc, c'est des rapports qui généralement peuvent être entre 40 et 70 pages en fonction des audits. Savoir qu'un test d'intrusion, enfin, personnellement, dans la boîte dans laquelle je travaille, un test d'intrusion, c'est en moyenne 2-3 jours. Donc, il faut comprendre que tous les 2-3 jours, il y a un rapport de 40 à 60 pages à écrire. Voilà, ça peut être un petit peu long. Après, on a des outils. Notamment, moi, j'ai développé un outil qui permet d'automatiser une grande partie du reporting. Donc, ça soulage énormément. Pareil, tout ce qui est en fait, je dirais que tout ce qui est un peu paperasse, ça va être un petit peu lourd. Pareil, il va y avoir une fois que le rapport est réalisé, juste donner ça à manger au client, ça peut être un petit peu lourd et il peut avoir des questions. Du coup, derrière, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire une restitution orale. On va passer dans le détail du rapport, mais avec des slides PowerPoint. Donc là, il va falloir prendre le corps, le plus important du rapport pour le mettre dans des slides. Et là aussi, ça peut être très long. S'il y a 20 vulnérabilités, et ben, ça fait d'autant plus de slides qui vont être à écrire. Et là aussi, nous, derrière, en ayant un peu de temps et en travaillant un peu la chose, on peut essayer de créer des outils pour automatiser ça, mais ça reste quand même quelque chose d'assez lourd, effectivement. D'accord et du coup, effectivement, tu parlais aussi de contraintes légales parce qu'il y a les contraintes vis-à-vis Mmh. du client, donc de la partie reporting, mais il y a également des contraintes légales avec l'autorisation de test. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes, par exemple, dans ce métier, qui sont particulières à ce métier-là? Par exemple, est-ce qu'on a le droit de tout faire sur le réseau? Non. Est-ce qu'on a open bar? Comment ça se cadre et Non, 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 on n'a pas non, non, on n'a pas open bar. Non, non, il y a des types de vulnérabilités qu'il est normal de pas exploiter et qui sont indiqués explicitement, généralement dans l'autorisation de test ou dans les conditions générales de vente qu'on ne va pas réaliser. Donc notamment, par exemple, tout ce qui est destructif. On arrive sur un site web, on arrive à aller dans la base de données, on va pas détruire la base. Ça, c'est un truc qui est clair et net, on va pas supprimer les données. Donc on va simplement dire: «J'ai réussi à y aller, mais je vais pas plus loin». Ou alors j'ai réussi à y aller, j'ai pu changer quelques petits trucs, voilà la preuve. Pareil, on va pas faire tout ce qui est, déni de service. Donc le déni de service, c'est tout simplement le fait de rendre un service totalement inaccessible, soit parce qu'on a trouvé un moyen, donc on lui envoie quelque chose qu'il a pas bien aimé et du coup, bah, il va s'arrêter. Donc on va lui envoyer en boucle pour qu'il reste arrêté, ou soit parce qu'on lui a envoyé trop de choses en même temps, trop de requêtes en même temps, et du coup, bah, il n'arrive pas à tout encaisser et il va s'arrêter. Donc tout ce qui est destructif, tout ce qui est arrêt de service, on ne fait pas non plus. Euh, Pareil, en réseau interne, on ne va pas commencer à démonter tous les PC qui sont à côté de nous. On s'arrête vraiment à la partie logique. On ne va pas commencer à partir sur du physique alors on n'est pas en red team. Donc oui, il y a certaines choses comme ça. Après, en légal aussi, qui sont un petit peu autour, il y a aussi toute la partie non-divulgation agreement. Donc le fait qu'on n'ait pas le droit de dire quoi que ce soit sur ce qu'on a fait dans l'entreprise. Notamment, on n'a pas le droit de citer. Alors,
Il me semble que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que on n'a pas le droit de citer et le nom de l'entreprise et ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire que généralement, on peut expliquer, bon, ben voilà, un petit peu, par exemple en conférence, j'ai réussi à faire ça, 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 quelque part, et encore, on a omis certains points pour éviter que ce soit compréhensible, que ce soit tel client. Mais voilà, donc vraiment, il y a aussi une partie un peu opacité de l'information qu'on n'a pas le droit de divulguer, ce qui est complètement normal. Et justement, est-ce que tu as, 2 exemples à nous citer d'exploitation que tu as réussi, dont tu es fier? Alors sans donner le nom des clients, sans donner le nom des machines Mmh ou mh, mmh. forcément les technos, mais de la chaîne d'exploits que tu as réussi à réaliser pour arriver à obtenir des accès, élevés sur, une application, un système, quel qu'il soit? Ouais, ouais, alors j'en ai 2. J'en ai une sur un site web et puis une, on va dire, qui est un petit peu plus rigolote, qui là était en red team, et on va dire c'est plus de l'ordre du social engineering, donc de l'exploitation humaine. Hem La première, on était sur un site internet un peu obscur, la technologie qui était utilisée était vraiment vieille et ça sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait pas très bien, et on a réussi à découvrir une injection, SQL. Donc en fait, on arrivait à faire interpréter, du code SQL, donc de base de données, directement en l'envoyant, à travers un paramètre, et en fait, c'était, dans un paramètre d'insertion. Donc en fait, on tentait d'insérer de la donnée et c'était interprété par le moteur de base de données. Et en fait, la problématique, c'est que le champ en base de données, c'était uniquement, des chiffres. Donc c'était un entier et il y avait un nombre très précis de chiffres. La problématique, c'est que nous, on voulait sortir, bien évidemment, des données qui n'étaient pas que des chiffres. Donc le temps de comprendre tout ça, le temps de faire ces exploitations, et cetera, on a dû faire une insertion de données d'un côté, voir ce qui se passait dans la page où il y avait l'affichage, justement, de la donnée qu'on voulait sortir, et voir que ça fonctionnait pas forcément. Donc on a dû faire de l'extraction de données en faisant une insertion, de code, SQL. Donc on l'a encodé, en hexadécimal base 16, puis hexadécimal base 10 pour réduire le nombre de caractères. Il y avait droit à que 8 caractères à la fois, et du coup, j'ai scripté ça derrière pour que ça soit en automatique, et puis derrière, on avait, la liste de toutes les données qui étaient du coup que des chiffres qui étaient affichés, et quand on les décodait de l'hexadécimal base 10 puis de l'hexadécimal base 16, et ben, en fait, on avait des fragments de mots. Donc c'était extrêmement long, hein, pour sortir ne serait-ce que la version du moteur de base de données. Il fallait au moins 3 ou 4 requêtes. Donc les haches de mots de passe et des trucs comme ça, c'était très long. Mais c'était assez jouissif de réussir ça, parce qu'au bout de, je crois qu'on a réussi l'exploitation au bout de 5 ou 6 heures, quelque chose comme ça. C'était vraiment éprouvant et vraiment éreintant de voir qu'il y avait même certains chiffres qui ne passaient pas. Donc on a vraiment dû se creuser la tête, et vraiment ça, c'est un moment où j'en suis vraiment hyper fier, quoi. Donc ça ressemblait plutôt à du CTF que réellement à un audit, on va dire, Complet, traditionnel? complet, c'était vraiment un brainfuck. C'était n'importe quoi. Mais au final, c'est passé, et le client d'ailleurs a été, extrêmement choqué, de voir, jusqu'où on est allé, comme ça. Puisque, bah, parce que expliquer déjà qu'on a réussi à faire une injection SQL, donc réussir à sortir d'une base de données des informations alors que le site ne le permet pas normalement, déjà les clients sont un petit peu choqués et se disent: «Oh non, c'est quand même assez grave». Donc là, rentrer dans ce détail, il a fallu tout expliquer, tout vulgariser. Les clients à la fin, ils étaient comme des dingues, ils disaient: «Mais comment vous voulez qu'on trouve ça? Comment vous voulez qu'on sache ça, quoi?» Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ça, c'était pour ouais, l'exploitation un petit peu technique. Et sinon, les exploitations que j'aime bien réaliser aussi, c'est, tout ce qui est social engineering, donc de l'exploitation humaine, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que aussi le métier de pentester, c'est pas que, taper de la vulnérabilité qui va être, technique, taper des sites, des choses comme ça. Ça va être aussi des fois d'exploiter des biais humains, et donc, là, c'était pour un red team, pareil dans une entreprise, et on avait réussi à s'introduire, dans plusieurs bâtiments, d'une façon, très simple, donc c'est-à-dire, quelqu'un qui nous tient la porte, et pour le tout dernier bâtiment, on s'est dit: «Mais pourquoi on sonnerait juste pas?» Et on est arrivé, on a sonné à l'interphone, on a dit qu'on était, de la maison, quoi, en gros. Ils nous ont laissé rentrer. On a toqué à la porte à l'intérieur du bâtiment, pareil, ils nous ont laissé rentrer. On a dit qu'il fallait juste qu'on se connecte au réseau, et ils ont dit: «Bah, c'est par là». Et voilà, et on a réussi à s'introduire dans le bâtiment, simplement en disant aux gens: «Bah, laissez-moi rentrer». Et au final, on a fait croire que, voilà, on cherchait un matériel très précis, évidemment un matériel obsolète. Comme ça, si jamais on tombe dessus, directement, on sait qu'on va pouvoir l'exploiter. Et il y a une personne qui s'est sentie obligée de nous aider et qui nous a fait faire le tour de tous les bureaux et de toutes les pièces, visite guidée,
pour nous permettre de trouver ce matériel et au final, on a vraiment réussi à trouver un matériel, complètement obsolète, qu'on a pu exploiter devant lui parce qu'effectivement, bah, il était pas forcément de la cyber, donc il comprenait pas ce qu'on faisait et du coup, on a pu l'exploiter devant lui et sortir toutes les informations dont on a besoin et c'est grâce à ça notamment qu'on a réussi à faire cette mission de Red Team. Alors, je tiens à rappeler, effectivement, l'expérience, ça a l'air d'être franchement sympa, mais que c'était dans un cadre légal qui avait été Oui. défini au préalable. Vous n'avez pas débarqué dans une société comme ça, Non, au hasard pour vous dire, «On vient de rentrer». il est Donc beau ce non, non, je bâtiment. préfère le Non. répéter, il y a des cadres légaux qui sont vraiment très importants, sur ça en France. Donc ne faites pas n'importe quoi parce que ça a l'air d'être, très joyeux comme mission. Et en termes de niveau, justement, les clients que tu as pu rencontrer dans ta carrière, est-ce que c'est toujours, on va dire, des boulevards sur lesquels tu peux rentrer? Est-ce que, c'est plutôt à 80 compliqué? Comment ça se situe à peu près? Si toi, tu devais le juger, en tout cas, de ta vision. Hem, En fait, je dirais que, c'est très mitigé. 1°, alors déjà, je dirais c'est très mitigé déjà en fonction des pays. Il y a des pays où ils vont être, un petit peu plus sécurisés que d'autres. Je vais prendre le cas des pays, où il y a de la finance, beaucoup de finance à l'intérieur, où là, bah, du coup, enfin, c'est le cœur de métier de ces pays, bah, du coup, bah, forcément, ils vont être, extrêmement sécurisés, ça va être beaucoup plus dur. Sinon, pour rester uniquement sur la France, qui est le gros des sociétés que moi j'audite, il y a effectivement un gap entre beaucoup d'entreprises. Il va y avoir du très sécurisé parce qu'ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils ont déjà été audités, et puis il va y avoir des personnes où c'est la première fois, ils sont sur des vieilles technologies, ils ont peut-être déjà été, compromis une première fois, donc ils ont peut-être déjà été piratés et du coup ils essaient de savoir comment et là ça va être un vrai boulevard. Mais de manière générale, je dirais que quand on est sur des tests qui sont externes, donc site web, application mobile, ou simplement regarder un petit peu, ce qui est exposé sur internet, les machines exposées sur internet. Je dirais qu'aujourd'hui, ça commence à être un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, ça reste pas trop dur dans l'ensemble. Par contre, en ce qui concerne les réseaux internes, là par contre c'est boulevard. À chaque fois, c'est un boulevard, on arrive à compromettre l'entreprise entre 30 minutes et 4 heures, quoi. D'accord. Donc ouais. Et du coup, tu dis qu'il y a différents types d'audits comme tu présentais au début. Mmh. Est-ce que ça t'oblige à te déplacer sur site ou est-ce que tu fais tout à distance? Est-ce que tu as un métier qui est plutôt nomade ou plutôt sédentaire ou, je sais pas, ça a évolué dans le temps? C'est nomade. C'est plutôt nomade, alors c'est pas non plus tous les jours, hein, mais il y a quand même des périodes de rush où, ben, le matin on est à Paris, le soir on prend un train pour Nevers et puis, on rentre pas avant le jeudi, voilà. Enfin je veux dire c'est oui, il y a des moments de coup de bourre où, quand il faut faire des réseaux enfin quand il faut auditer des réseaux internes, la plupart du temps il faut être en interne. Déjà premièrement parce que c'est plus réaliste et puis deuxièmement, parce que les clients n'ont pas forcément la possibilité de monter, des tunnels VPN ou des accès à distance, pour que nous on puisse auditer. Et puis en plus de ça, ça nous permet nous aussi de regarder un petit peu les coutumes, dans l'entreprise, de voir est-ce qu'il n'y a pas des machines qui sont souvent laissées déverrouillées, auquel cas on va aussi prendre en photo pour dire: «Bah, voilà, faites attention». Ça m'est aussi arrivé de tomber sur, un bureau où, à ma droite, j'ai toute la documentation des mots de passe, des serveurs sur le réseau. Donc là aussi, bah, c'est intéressant d'être sur place parce que du coup, j'ai vu ça et c'était complètement enfin, c'était pour moi, c'était génial, hein, mais pour eux, un peu moins. Après, il y a quand même le fait de se déplacer, ça représente, je dirais à peu près 40. Il y a quand même une bonne grosse partie qui se fait depuis soit, les bureaux de l'entreprise, soit en télétravail. Parce que du coup, c'est un métier qui peut se faire aussi en télétravail et ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ouais, c'est, on va dire semi-nomade. D'accord. Je vais revenir sur un point dont tu parlais tout à l'heure. Tu dis que des fois, il peut y avoir des incidents, des effets de bord ou, par exemple, je ne sais pas, qu'il y a déjà eu une intrusion d'entreprise. Comment ça se passe dans ces cas-là? Si jamais vous détectez qu'il y a un incident ou il y a quelque chose d'anormal, on va dire, qui se passe? Ouais, alors 2 cas de figure. 1er cas de figure, c'est de notre faute. Ça peut arriver, mettons, on attaque un site internet, bien sûr légalement encore une fois, dans le cadre d'un test d'intrusion, et puis on lance nos outils à une certaine puissance qu'on a estimée avec l'expérience comme étant, entendable et puis en fait le site au bout de 3 minutes il s'écroule, donc déni de service. Là, bah, comme on l'a dit, c'est pas des vulnérabilités qu'on a le droit d'exploiter, donc on l'a pas fait exprès. Donc ce qu'on fait, c'est que, automatiquement, on note la date et l'heure et on attend une dizaine ou une quinzaine de minutes pour voir si ça se relance. Si ça se relance pas, automatiquement, on va contacter le client, lui dire: «Voilà, il y a eu un problème, on a envoyé telle chose à telle puissance, à telle heure, ça a craché à telle heure, faut voir pourquoi» et derrière, du coup, nous, on s'organise pour que ça ne, réapparaisse pas. Pareil, on est en réseau interne, donc en test interne. On va s'attaquer à un serveur parce qu'on a compris qu'il était exploitable. On déploie une porte dérobée, donc un moyen de prendre le contrôle de la machine à distance et puis en fait, la machine s'éteint.
Et on a, ça m'est arrivé et on voit tous les administrateurs réseau qui arrivent dans le bureau et qui disent: «Bah, on fait comment?» Et bah, là, du coup, c'est là où c'est important de savoir que toutes les vulnérabilités qu'on exploite, on est censé aussi pouvoir les corriger et pouvoir intervenir. Après, il y a la seconde partie où là, c'est on se rend compte qu'il y a une exploitation soit qui est en cours en même temps que le pentest, donc qui est, malveillante, soit en même temps que le pentest ou soit qui est passée. Par exemple, on arrive à compromettre le système d'information et puis on se rend compte qu'il y a des traces d'une attaque précédente et là, on contacte tout de suite le contact technique et on lui dit: «Est-ce que voilà, est-ce que vous avez fait, des audits précédemment? Est-ce que vous avez connaissance de ce compte-là ou de tel serveur qui s'est éteint?» ou choses comme ça et du coup, bah, en fonction de ça, ça peut lancer une réponse à incident ou quelque chose comme ça, parce que, bah, ils se sont rendus compte qu'en fait, oui, ils se sont fait compromettre à un moment donné et là, bah, ouais, là, on lâche les claviers et puis, là, le but, c'est de prier pour pas qu'on ait touché absolument aux traces qu'aurait pu laisser, cette attaque, par le passé, quoi. Parce que sinon, ça peut rendre totalement, impossible le traçage et ça peut rendre difficile après devant le tribunal, ou auprès des assurances, de justifier quoi que ce soit. D'accord et après toi, quand vous faites un audit, justement, est-ce que vous laissez des traces ou est-ce que vous essayez de tout nettoyer pour rendre le système le plus propre possible, comme si, il n'y avait rien eu? Alors on essaie le plus possible de, passer un coup de balai après notre passage. C'est-à-dire que si on va commencer à créer un compte, ou qu'on va créer des données ou des choses comme ça, on va quand même essayer de les supprimer un maximum. Si c'est pas possible, on va simplement les indiquer, dans le rapport en disant: «Bah, voilà, on a créé ce compte-là, par contre on n'a pas été en mesure de le supprimer, donc veuillez le supprimer». Pareil, quand on est en réseau interne, on demande, on fait 2 parties et la deuxième partie, c'est notamment, le fait de faire comme si on était un nouveau salarié avec des droits qui sont très restreints et du coup, on nous fournit un poste utilisateur comme on pourrait fournir à n'importe qui et bah, pareil, à la fin, on redonne le poste et on dit: «Bah, voilà, il va falloir le formater parce qu'on a fait des choses dessus». Ça peut arriver qu'on ne passe pas de balai ou quoi que ce soit, qu'on laisse tel quel, dans les cas où, ça va être, des environnements, par exemple, qui ont été spécialement créés pour l'audit ou alors dans le cas où tout ce qu'on a créé, de toute façon, sont liés à un utilisateur et qu'on sait très bien que derrière, en supprimant l'utilisateur, ils vont tout supprimer aussi. Auquel cas, on perd pas de temps. Mais en général, on essaye d'être propre, ouais. D'accord, OK et tout à l'heure, tu parlais du développement de certains scripts pour, des injections, par exemple. Est-ce qu'il y a une forte partie innovation, dans ton métier? Ah oui, complètement, complètement. En fait, il faut comprendre que, la sécurité, je pense que c'est du moins le milieu de la cybersécurité, ça doit être l'un des secteurs d'activité qui bouge le plus vite. Exemple, je fais une mission pour un client, dans une ville, j'arrive à les compromettre d'une certaine façon. Le client me pose quelques petites questions et au final, il me dit: «Bah, tu arriveras pas à le faire la prochaine fois». Sauf que la prochaine fois, en fait, c'est le lendemain dans une autre ville. Au moment où j'arrive, le client me dit: «J'ai corrigé cette partie-là, ici, tu ne pourras pas le faire». Sauf qu'en fait, la veille où j'y suis allé, donc le soir même de la première mission, une nouvelle vulnérabilité est sortie et à cause de ça, j'ai pu l'exploiter, le deuxième jour et du coup, bah, si moi, j'avais pas pris le temps de regarder comment ça s'exploite, est-ce que je pouvais l'automatiser, quels sont les impacts derrière, et ben, du coup, j'aurais été un petit peu bloqué. Donc oui, il y a une forte innovation, il y a des vulnérabilités qui tombent tous les jours. Des fois, il y a pas forcément les exploitations qui sont déjà développées, donc on doit les développer nous-mêmes et puis, même tout simplement, je dirais, pour nous faciliter le travail, comme j'ai dit tout à l'heure sur la partie, reporting, moi j'ai créé un outil de rapport complet. Voilà, pour nous faciliter le travail, c'est aussi important d'innover là-dessus, pour nous gagner du temps. Sur de l'automatisation, le fait de récolter tout le temps les mêmes informations de la même manière dans certains types de tests d'intrusion et ben, on va peut-être les automatiser d'une certaine façon et là oui, ça va aussi, il va falloir innover. Donc on est sans cesse en train de créer des nouveaux outils, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir faire ce métier ou n'importe qui demain peut, se dire: «Je suis pentester et puis, je vais faire des audits»? Hem, je dirais qu'il y a un prérequis, alors, mais enfin, alors effectivement, il y a quelques prérequis, mais je dirais que le prérequis principal, c'est simplement d'avoir des notions de base en informatique. Alors attention, quand je dis des notions de base en informatique, c'est pas, je sais installer un jeu vidéo, une imprimante ou, je vais sur Instagram. C'est, je sais installer un système d'exploitation, je sais configurer, par exemple un Windows, un Linux, ça va être, je sais par exemple, utiliser le système de machine virtuelle. Voilà, c'est des choses vraiment de base d'informatique. Avoir quand même un petit peu de théorie, par exemple comprendre ce que c'est qu'un driver, des choses comme ça. Pas forcément vraiment d'être à fond sur la cybersécurité. Moi, c'était mon cas. Au moment où j'ai commencé la cybersécurité, je connaissais les principes, mais j'y connaissais presque rien et en fait
On en apprend beaucoup plus et beaucoup plus rapidement en mettant les 2 pieds dedans directement en allant en entreprise, si une entreprise l'accepte évidemment, que, d'essayer de se casser la tête sur, des CTF, du RootMe, des choses comme ça. C'est bien, c'est très bien, mais, de faire ce genre de choses, de se préparer comme ça, mais c'est pas ça qui va permettre de devenir pentester professionnel. Donc, oui, prérequis informatique de base, dans l'IT du moins, Et voilà. justement, dans ta courbe d'apprentissage, il y a eu des éléments qui ont été plus difficiles à appréhender, d'autres peut-être moins. Quels sont ces éléments justement, sur lesquels tu as passé beaucoup de temps à essayer de te former et d'autres qui sont venus, on va dire, quasiment naturellement, dans la suite des choses? Alors oui, bah, je suis issu du milieu de du développement, donc déjà tout ce qui est réseau, j'en ai pas mal mangé. Ça a pas été toujours très simple, pour des en plus des trucs de base en réseau, mais c'est juste qu'en étant complètement formaté, côté développeur, bah, c'est compliqué d'ajouter en plus cette brique. Hem, En termes d'exploitation tout court, en fait, je pense que le plus compliqué, c'est qu'en fait, il y a un amas d'informations qui est continuellement, qui augmente continuellement parce que comme j'ai dit, il y a de plus en plus de vulnérabilités, donc il faut connaître de plus en plus de choses. Hem, il y a certains points techniques, théoriques. En fait, je pense que pendant beaucoup de temps, moi je fais partie de ces pentesters où pendant beaucoup de temps, je me disais: «La théorie, on verra plus tard». Je pratique, à fond et en fait, sauf qu'au bout d'un moment, ça ne suffit plus et oui, quand on commence à apprendre certains types de théories, par exemple des systèmes d'authentification comme Kerberos ou des choses comme ça, qui peuvent être un petit peu touchy, ouais, là, ouais, c'est des choses qui sont vraiment complexes, mais qui sont intéressantes à savoir et à comprendre pour ses propres exploitations. Après, il y a rien d'insurmontable et c'est surtout en pratiquant qu'on arrive à devenir pentester et à évoluer dans ce milieu-là. Et justement, pour devenir bon dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'il va falloir développer plus que d'autres? Oui, hem, moi, ce que je vois beaucoup auprès des jeunes développeurs, des développeurs enfin, des jeunes développeurs, pas du tout, des jeunes pentesters, hein, des pentesters juniors donc qui arrivent en entreprise, c'est qu'ils oublient que le pentest, quand tu es pentester, notamment dans des sociétés de conseil, ce qui va être le plus large cas, pour les pentesters, c'est qu'on est avant tout des consultants. Et en fait, ils se braquent complètement sur la technique, à fond technique, des bons techos, sauf qu'à côté de ça, ils ont des difficultés pour, vulgariser, pour, s'entretenir avec des clients, des choses comme ça, se poser un cadre aussi. Le fait de se dire: «Bah, voilà, je commence par l'autorisation de test, je fais mon pentest correctement, je fais mon rapport» et cetera. Donc oui, je pense que la première chose déjà à faire évoluer, c'est son cadre professionnel. C'est sa façon d'être auprès des gens, auprès des clients, sa façon de vulgariser, sa façon d'écrire. Beaucoup de personnes et j'en fais partie, quand j'ai commencé, j'écrivais comme je parlais, donc j'ai dû réécrire beaucoup de fois des rapports. Donc ouais, toute cette partie-là et ensuite ou en parallèle, si c'est possible, bien évidemment se développer sur comprendre quels sont les pen tests qui reviennent le plus souvent et se développer le plus possible là-dessus. Si on fait le plus de tests web, en ce moment et ben ça peut être intéressant de gratter un petit peu plus sur les tests web, aujourd'hui. Donc oui, oui, il y a des choses qui peuvent être priorisées et encore une fois, en fonction des entreprises, surtout dans la partie technique, ça peut varier. D'accord, effectivement. Et du coup, si aujourd'hui on regarde un petit peu le marché, est-ce qu'il y a des échelles de salaire entre des pentesters juniors, des pentesters confirmés, des pentesters peut-être seniors? Oui, Est-ce qu'il y a une oui. moyenne à peu près qui se fait? Est-ce que tu connais à peu près cette moyenne sur le marché? Alors, je peux pas dire que je connais tout le marché évidemment, c'est pas possible. Maintenant, on est des personnes qui sommes, ou du moins aujourd'hui en 2022, on est des profils, hem, qui sommes extrêmement demandés. Moi, j'ai à peu près 2 à 3 demandes de débauchage par jour, et du coup, ça fait automatiquement monter les prix. Il y a plus de demandes que de pentesters, donc ça fait monter les prix. Donc oui, il y a une différence entre, junior confirmé et senior, effectivement. Le junior aujourd'hui, surtout que comme je l'ai dit, le pentest aujourd'hui, il y a plus vraiment de barrière puisqu'il y a beaucoup de télétravail et que, les clients, ils sont partout. Donc, l'entreprise, qu'elle soit à Paris et je prends pas cet exemple au hasard, c'est parce que Paris, c'est là où on a les meilleurs salaires. Donc l'entreprise peut être à Paris, on peut travailler en télétravail et faire les clients tout autour de la France. Donc là, du coup, ça lève beaucoup de barrières et surtout, ça oblige le marché, quelles que soient les villes, à essayer de se mettre à peu près au niveau de Paris. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour un pentester junior, on peut espérer arriver aux alentours de 38 000 40 000 brut, sans prime. Annuel? Sortie ouais, On annuelle, voilà. sortie d'écran oui, oui, oui. Non, pas mensuel, non, ça ferait un peu beaucoup. J'aimerais bien, mais non. Oui, brut annuel, sans compter les primes, s'il y en a, encore une fois, dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui donnent pas de primes ou de
mince, De pas de variables. fixe, de variable, merci. Donc voilà, on peut espérer à peu près à peu près ça. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est un métier où il y a un entretien technique à l'embauche la plupart du temps. Donc de toute façon, il va falloir réussir à prouver que techniquement, on est à peu près, bon, ce qui fait qu'on a ce niveau de salaire au départ. En consultant, en pentester confirmé, ce qui est mon cas aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pas trop de demandes en dessous de, on va dire 50-55 000 brut, encore une fois, à l'année, sans compter les primes et ce qui est à peu près une moyenne, hein. Et après en senior, je sais pas du tout. En senior, je pense qu'on peut on casse très facilement le 60 000 et je pense qu'on peut s'envoler jusqu'à très loin, peut-être Il y a pas 80-85 000. forcément de limite effectivement Non, sur la partie senior. Chaque le cas après est différent et elle va apporter des éléments, c'est ça, complémentaires. chaque cas et puis surtout chaque personne qui est spécialisée dans des choses différentes. Il y a des technologies être bon en technique pentest sur des technologies très précises, ça peut permettre de débloquer des salaires qui sont, faramineux. Donc oui, il y a pas vraiment de limite. Ouais, justement, donc tu as une partie du salaire qui est fixe. Après, tu as très peu de variables, en tout cas en tant que pentester. Et justement, dans les entreprises qui vont recruter, tout à l'heure, tu disais que c'est majoritairement des cabinets d'audit. Est-ce qu'il y a des entreprises avec ce qu'on appelle des clients finaux qui vont recruter justement des profils de pentest? Alors oui, 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 complètement. Il y a, en fait, il y a pour moi, il y a 2 possibilités d'être pentester aujourd'hui, enfin, j'en vois 2 en tout cas. C'est soit on va être consultant, donc comme je suis aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'on est dans une société, et puis on va, aller de client en client, ou soit effectivement on peut être, dans une entreprise, généralement c'est une grosse société, dans laquelle, il va y avoir déjà, on va dire une blue team, donc un SOC par exemple, et où du coup ils vont chercher à constamment être stressés, donc avec, des attaquants internes, donc ce qu'on appelle une red team interne et où du coup, il va falloir des pentesters en interne pour stresser la blue team et en même temps pour, essayer aussi de cartographier le réseau. Il faut savoir que, une red team interne, c'est l'un des meilleurs moyens pour cartographier précisément son réseau et les services qui sont dessus. Donc c'est de plus en plus recherché et moi, je sais que j'en vois de plus en plus des grosses sociétés qui demandent des red team internes. D'accord, effectivement. Et du coup, en termes d'évolution, donc on commence en tant que pentester junior, confirmé, senior. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions possibles sur d'autres métiers de la cyber ou même au sein de la partie pentest? Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, bon, premièrement, oui, il y a le fait d'être pentester, bon, les catégories de pentester en fonction des compétences juniors et cetera. Après, on peut aussi partir donc comme moi, évoluer, c'est-à-dire vers le lead pentest, ce qui est en fait tout simplement que responsable d'équipe pentest. Donc on continue, dans le meilleur des cas, ce qui est mon cas aujourd'hui, on continue à faire du pentest, donc on continue à s'amuser techniquement, mais on a aussi toute une partie managériale, donc gestion clientèle, gestion d'équipe, et cetera, gestion de mission. Ça, c'est une première partie, c'est une première possibilité qui est, on va dire, la possibilité la plus «logique» entre guillemets, si on veut rester dans le milieu du pentest. Maintenant, en fait, le pentest, c'est un milieu qui est tellement polyvalent. On voit tellement de choses, que ce soit du réseau, du développement, de l'architecture ou juste simplement des principes de sécurité, qu'une fois qu'on a été pentester, on peut essayer d'aller à peu près n'importe où. Soit que ce soit dans du conseil, uniquement conseil, donc c'est-à-dire passer totalement côté organisationnel. Il faudra quand même manger un petit peu des certifications, des choses comme ça, notamment de l'ISO 27001, et cetera. Mais c'est tout à fait possible et même ça apporte une plus-value. On peut aussi, rester dans la technique, mais cette fois-ci se dire: «Bah, je vais plutôt passer côté blue team». Pourquoi pas? Parce qu'une fois que je sais, attaquer et bah, du coup, je saurai quoi défendre. Hem, on peut vraiment tout faire, repartir dans le développement en ayant des compétences sécu, on peut ça ouvre énormément de portes parce qu'on voit énormément de choses. D'accord. Et du coup, toi, quelles sont les évolutions et les choix que tu as fait justement pour cette suite de carrière? Alors, moi, du coup, les choix que j'ai faits, bah, déjà, le premier choix, ça a été de passer de pentester à lead pentester quand mon lead pentester est parti, donc j'ai pris sa place et puis, pour la suite de ma carrière, ça va être, maintenant que j'ai vu un petit peu, ce qui se passe, du côté du consulting, changer de client en client et du coup de faire des missions qui sont courtes, c'est d'intégrer une red team interne, donc je passais chez un gros client final et puis, de stresser continuellement, le même système d'information qui va grossir petit à petit, et puis, challenger un petit peu les équipes en interne, voir comment ils réagissent. D'accord, effectivement. Du coup, ça fait un bon résumé global de toute cette appréciation de tout ce métier. Est-ce Mmh. que peut-être un dernier mot pour la fin ou tu as fait le tour de tous les éléments que tu voulais partager? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour de, pourquoi, comment et puis, en quoi ça consiste. OK, bon, bah, c'est parfait. En tout cas, si vous avez aimé cette interview, mettez un pouce bleu sous la vidéo. On va vous partager d'autres interviews de d'autres métiers dans la cybersécurité. Je pense que cette partie-là était très intéressante pour la partie offensive et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Salut.